Pour déjouer la condamnation au travail absurde, consistant à pousser perpétuellement le même rocher jusqu'en haut d'une montagne, dans un mouvement cyclique, répétitif et parfaitement improductif, Sisyphe se trouve contraint d'inventer un nouveau sens à sa besogne. Il est le héros qui fait sien un sens inventif du travail. Invention qu'il identifie par exemple à une salutaire activité sportive. Sisyphe se trouve contraint d'inventer ici ce nouveau sens du travail, au sens où il se fait les muscles, au sens où il cultive sa force physique. Voilà pourquoi je travaille, pourrait-il dire, se forçat emprisonné dans le Tartare, pour devenir plus musclé. Une façon d'inventer ainsi un nouveau sens à un travail d'abord absurde. Pénélope, elle, c'est un peu différent. Pénélope est une inventrice à sa façon. Elle invente en quelque sorte le premier emploi fictif, apprenant à feindre de tisser le jour une toile qu'elle s'attachera à défaire méthodiquement la nuit, en secret. L'exploration du travail de terrain nous permet donc ainsi de confirmer l'hypothèse que le sens du travail ne se réduit jamais au schéma de productivité planifié sur une table de travail. Pénélope détourne le sens de l'activité productive pour en faire une activité proprement politique. Simuler un engagement à épouser un des prétendants d'Ulysse, à la place de celui-ci absent, engagement qu'elle n'a nulle intention de tenir. Comme Sisyphe, comme Pénélope, sur le terrain, chacun invente des solutions à des problèmes que ne peut pas résoudre le dispositif officiel de la table de travail. La vie laborieuse, c'est aussi un travail de négociation avec les autres hommes. Bien souvent, la table de travail doit laisser la place à la table ronde des négociations, ce qui se règle dans ce grand chantier de la négociation sociale du travail. Ce n'est pas ici alors une planification gestionnaire, mais l'arbitrage de litiges professionnels qui sont en jeu. Or, ceux-ci relèvent du droit et non plus simplement de l'organisation logistique, alors que la table de travail tend à tout réduire à un dispositif d'exposition-exploitation. La table ronde pose le problème politique de l'organisation juste, celui des droits des travailleurs et finalement de la justice sociale. Ainsi, la vie laborieuse n'est pas seulement affaire de lutte contre la nature, mais d'entente entre les hommes. Ce qui est à réguler, ce n'est pas seulement la planification des tâches, mais aussi le vivre ensemble. Or, cela ne peut s'effectuer que par l'examen de la solidarité des intérêts communs, qui seul peut permettre de limiter la concurrence des intérêts particuliers. Ce que révèle le travail de négociation est donc que la vie du travail est une vie sociale qui n'est pas complètement planifiable et dont les risques de conflit demandent toujours le redéploiement de nouvelles formes de coopération. Or, socialement parlant, la table de travail ne pourvoit, elle, au mieux qu'à l'accroissement d'un harcelant management de contrôle et n'est donc pas satisfaisant pour cultiver ce travail de négociation. Le travail de l'écriture, symbolisé ici dans le film La Discrète, est celui du travail sur soi. Ce travail est conditionné par le renoncement à la séduction immédiate et au plaisir facile de la parole bavarde et envahissante, qui est celle d'Antoine au début du film. Pour écrire, Antoine doit apprendre à abandonner ce pouvoir grisant de séduction qui le rend illusoirement omniscient et omnipotent vis-à-vis des autres et de lui-même. C'est le sens de la leçon finale du film, prononcée en voix off. Quand on regarde quelqu'un, on n'en voit que la moitié. Ce que révèle le travail de l'écriture sur soi, c'est donc que la vie du travail n'est pas d'abord une vie exprimant la réalisation d'un projet préalablement personnel et créateur. Écrire vraiment sur soi, c'est toujours une véritable torture. C'est d'ailleurs le sens étymologique du mot travail. C'est toujours écrire sur la découverte de son impuissance à être et à se connaître soi-même, sur l'échec à être ce soi idéal qu'on rêve d'être. L'étymologie latine du mot tripalium n'a jamais aussi bien mérité son nom que pour le travail de l'écriture. Le meuble fétiche du travail n'est donc pas la table de travail, c'est le chevalet de torture. Un chevalet qui peut même parfois prendre la forme étrange et faussement confortable suivante. Alors, on ne la voit pas très bien, mais il s'agit d'un divan. Travailler donc au plus près du terrain. Négocier avec les autres, écrire sur soi. Autant de figures de la vie laborieuse que la seule intelligence d'un travail sur table ne permet jamais de pleinement comprendre. La table de travail nous cache trop souvent
la vraie vie du travail. Elle permet de déployer les règles d'une productivité objective, mais au prix d'une abstraction qui peut couper le travail de ses assises inventives, relationnelles et finalement créatrices. C'est peut-être donc moins à la fin du travail, en général, qu'à la fin de l'exclusivité d'une trop froide intelligence du travail que doit en appeler une philosophie du travail. Car si le dispositif de la table de travail contribue à accroître la productivité de nos richesses matérielles, il peut tout aussi bien tendre dangereusement à épuiser nos ressources humaines.